il est un bigourdan bien occupé, Pierre Abadie est de cela. Pierre est un battant, et pour ce qui est de se battre, c'est sur plusieurs fronts qu'il combat. Pierre Abadie fait partie de ces agriculteurs des Hautes-Pyrénées qui ont embrassé le travail de la terre par tradition familiale. Oui, c'est une histoire de famille, hein. C'est une exploitation qui était à mon arrière-grand-père maternel, que ma grand-mère et mon grand-père ont reprise, que la sœur de ma maman a retravaillé ensuite et que j'ai donc reprise en 2008. Donc oui, c'est une transmission tout à fait familiale, ce qu'on fait de plus classique, si tu veux, dans les transmissions agricoles. Suite à un décès familial, c'était la sœur de ma maman et mes grands-parents qui étaient agriculteurs et j'ai repris en 2008 alors que j'étais encore étudiant en histoire-géographie à Toulouse, les rênes, on peut dire, de l'exploitation. Voilà. C'est une petite exploitation qui était à 25 hectares quand je l'ai reprise, qui aujourd'hui est à 40 hectares, donc autant te dire que pour une exploitation, même en polyculture élevage, c'est une micro-exploitation aujourd'hui. Quand tu vois que même chez nous, il y a des seuils de rentabilité à 300 hectares aujourd'hui pour à peu près se tirer un demi-SMIC. Je te laisse imaginer ce que représente la superficie de l'exploitation. La spécialité elle est un peu particulière parce qu'on est ici sur une culture de tête avec une production de tabacole. Donc il y a 1,10 hectare de tabac en production, tabac aligné, donc du beurre-lait. C'est une espèce de tabac blond. Et c'est une culture qui est présente sur l'exploitation depuis 1975. Du temps béni, alors je vais choquer beaucoup de monde en disant ça, je pars d'un point de vue économique, hein. Du temps béni de la CEITA en France, où on était sur des produits, sur des mannes financières, parce qu'on avait des cultures spécialisées, et qui faisaient vivre beaucoup d'exploitations du sud-ouest. Et il en reste encore dans le territoire du Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, mais dans le territoire du Magnoac, il en reste encore quelques-unes, et dont la mienne, qui, je te dis, a une production d'1,10 hectare. Ça fait 40 ans qu'on fait du tabac dans cette maison, 20 que je le vois, et c'est la première fois que je le vois comme ça. On pense que c'est le vent et la pluie qui l'a mâché, mais on ne sait pas. Donc, toujours les joies de l'agriculture, tu vois. Si Pierre est passionné par son métier d'agriculteur, il est attaché à son terroir du Magnoac. Cependant, il ne se berce pas d'illusions. Comme il dit, 0,8, 5, 1 hectare 0,3. Ouais, c'est ça. Autrefois, tu produisais, tu travaillais, tu étais certaine de gagner d'argent. Tu jugeais les gens à leur capacité à travailler. Le plus beau compliment que tu pouvais faire à un agriculteur ou à un fils d'agriculteur, c'est qu'est-ce qu'il est vaillant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Produire n'est plus corrélé à l'acte de revenu. Pour produire 1 hectare de maïs, aujourd'hui, j'ai besoin d'investir 2300 €. Donc, je te laisse faire le compte, j'en ai à peine 20 hectares, mais imagine ceux qui en ont 150. Et aujourd'hui, j'espère faire, vu les conditions météorologiques, 10 tonnes, 11 tonnes l'hectare. Voilà, donc 11 tonnes l'hectare, le maïs ce matin il était 202 €. Je te laisse faire la multiplication. J'ai pour ambition de couvrir les frais. Il faut savoir produire très bien, techniquement très bien. Tu as vu que les conditions aujourd'hui ne le permettent pas. Il faut savoir analyser des marchés. Aujourd'hui, moi je regarde 2-3 fois par jour les cotations du maïs à la bourse sur les applications qu'on a sur les smartphones. C'est la réalité de mon quotidien. Il faut être bon en gestion. Comment je fais un roulement de 44 000 € uniquement sur cette production de maïs, sachant qu'il m'en faut 7 ou 8 d'investissement sur la production de tabac, qu'il m'en faut 1100 hectares sur la production de triticale que tu vois derrière. Voilà, comment je gère ça? Aujourd'hui, il faut savoir se vendre auprès des banques et tu n'as plus de partenaires. Il faut toujours négocier avec les banques, il faut négocier avec les assurances, il faut négocier avec ta coopérative et ça c'est compliqué. Compliqué parce qu'une exploitation comme celle-là aujourd'hui, s'il n'y a pas d'un peu d'ambition familiale et de volonté, voire idéalisante et surréaliste, elle ne devrait plus exister. Or, je reste persuadé que demain, dans un futur proche, elle sera un enjeu de résilience économique, territoriale et nécessaire. Pierre est également professeur en collège-lycée à Masseube, dans le Gers, à quelques kilomètres de son domicile. L'enseignement est pour lui une véritable vocation. C'est ce qu'on appelle une commémoration. On en fait pour le 8 mai, on en fait pour le 11 novembre, ok? La République, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est au-delà des personnes. Je passe beaucoup de temps face aux élèves et ça fait
la 14e année, bientôt la 15e, que j'enseigne à ce public-là. Là, tu étais sur un cours d'histoire ce matin, mais j'enseigne aussi le français. C'est des classes un peu difficiles, c'est des élèves qui nous arrivent des voies générales, qui sont souvent en échec scolaire, qui ont une mauvaise image et opinion d'eux-mêmes, du travail qu'ils fournissent. Donc on est sur des classes où on travaille un peu la remédiation scolaire. Voilà, mon métier, c'est de leur faire reprendre un peu confiance en eux et d'essayer de leur apporter quelques grandes connaissances des périodes historiques, d'avoir une culture citoyenne et un minimum d'instruction pour qu'ils puissent analyser, de leur donner des grands repères historiques pour qu'ils aient une lecture à peu près chronologique et actuelle de la société. On a ceux qui veulent faire de l'Europe un État fédéral comme les États-Unis, ce qu'on appelle le fédéralisme européen. Et il y a ceux qui veulent faire simplement une entente entre les pays, d'accord, où la souveraineté nationale pourrait garder quelques compétences. Voilà. C'est les deux grandes thèses qui s'affrontent. Et aujourd'hui, on est dans un entre-deux. On n'est ni un État fédéral et on est plus qu'une simple entente entre pays. Le parcours d'études de Pierre Abadie lui permet de proposer à ses élèves une pédagogie active et ancrée dans l'éveil à la citoyenneté. J'ai fait un bac littéraire au lycée Michelet à Lannemezan. J'ai ensuite fait une licence d'histoire-géographie à l'université du Mirail à Toulouse, comme elle s'appelait à l'époque. Et puis j'ai poursuivi sur un master recherche en histoire immédiate sur les politiques agricoles européennes à l'échelle du Sud-Ouest. J'ai dit Sacha, à juste titre tout à l'heure, à réfléchir, à vouloir aller plus loin dans la création de ce territoire européen et d'en faire... Je reste persuadé que la mission d'un enseignant, qui plus est d'histoire, elle est de former des esprits à comprendre le monde dans lequel ils évoluent. C'est ce que j'essaye de faire en leur apportant quelques notions de connaissances. Est-ce que vous devez demander une autorisation pour aller dans un pays? Non. On perd parfois la notion et la volonté de qu'est-ce que c'est qu'enseigner à la base. Oui, on doit former des futurs travailleurs, on doit former des futurs entrepreneurs, des futurs fonctionnaires, des futurs plombiers, mais on doit aussi former de futurs citoyens. Et c'est notre mission, qu'on soit dans le public, dans le privé. Enfin, je veux dire, on a tous une mission de service public là-dessus. Et c'est un engagement qui, en tant que professeur d'histoire-géographie, a un sens particulièrement accru pour moi, oui, effectivement. D'être là et de se dire pourquoi je me suis mis dans cette galère. Si Pierre forme ses élèves à la citoyenneté avec autant d'enthousiasme, c'est parce qu'il est lui-même engagé en politique au service de ses concitoyens. J'ai été très rapidement contacté par le maire de Castelnau, Bernard Verdier, qui m'a quand même mis un peu le pied à l'étrier en me faisant adhérer à son conseil municipal, puis très rapidement en me proposant la place d'adjoint. Et là, j'ai quand même pu apprendre aussi la technique de la gestion d'une commune. Comment se comporter avec un budget, comment analyser un budget, parce que la comptabilité publique n'est pas la même que la comptabilité privée. Son mandat de 3e adjoint au maire de Castelnau-Magnoac l'a amené à siéger à la communauté de communes du pays de Trie et du Magnoac. D'autres responsabilités pour d'autres champs de compétences, là aussi avec une pleine conscience des enjeux. Elle est identifiée par les familles du territoire qui l'utilisent, et surtout que le coût n'est pas forcément un frein. Voilà, il n'y a pas de problème et pour les petites tranches à mettre leurs enfants et pour les tranches hautes. À la commission Vengeance, on prend des décisions aujourd'hui qui auront des résultats sur le territoire dans 20 ans. Mais si on ne les prend pas nous, et si on ne le fait pas, dans 20 ans, ce territoire-là, il n'existera plus. Ou il avait difficulté. 26 présents. Une telle sincérité dans l'engagement de Pierre Abadie l'a fait repérer par la sénatrice des Hautes-Pyrénées, Maryse Carrère. Qu'on soit bien clair. Et après, c'est sûr que j'ai eu une chance extraordinaire quand Maryse Carrère m'a proposé d'être son suppléant aux élections sénatoriales. Alors Maryse est quelqu'un qui pourrait très bien avoir simplement demandé une suppléance comme ça, mais qui veut vraiment qu'on ait une relation politique qui m'associe à ses réflexions sur les dossiers nationaux. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Extraordinaire. Conduire un mandat d'élu tout en étant enseignant et agriculteur, cela peut sembler trop. Pourtant, Pierre Abadie se consacre pleinement et en conscience à chacune de ses missions. C'est souvent difficile d'arriver à conjuguer aujourd'hui un métier à temps plein, c'est quasiment impossible, avec des obligations d'élu, parce que beaucoup de réunions sont la journée, donc j'ai des collègues formidables. Il y a la loi qui nous protège, puisque ces réunions, ces absences sont de droit. Mais enfin, être absent face à des élèves aussi
de manière importante, c'est problématique. Donc moi j'essaye avec la direction ici, on a trouvé le juste milieu. J'abuse pas de mes absences, mais je priorise les réunions que je juge importantes, tout ce qui est en préfecture, tout ce qui est stratégique, tout ce qui est délibérable, quand je suis absent la journée. Mener de front ces 3 activités qui sont autant de passions suppose une organisation très pointue. Ce timing serré peut entraîner quelques complications. Oui, alors des fois ça se bouscule un peu dans la tête. Ma mère elle me dit souvent que je suis assez échepariqué. Chez nous on dit ça. Voilà. Non, c'est un emploi du temps qui est minuté. C'est beaucoup d'oubli parce qu'à un moment donné on ne peut pas penser à tout, mais qu'on essaye de rattraper. C'est très difficile en gestion au quotidien. Tu as vu, tu passes d'une activité à l'autre, il faut te concentrer sur une activité ou non. Après, je te dis que c'est difficile, mais c'est un plaisir pour moi. Hein. Je me le veux bien, hein. Rien ne m'empêcherait d'arrêter l'une ou l'autre de ces activités-là. Mais oui, c'est beaucoup d'externalisation de certaines problématiques. Aujourd'hui, tout ce qui est papier administratif, c'est totalement externalisé sur le cabinet comptable. Tu as vu que même j'ai quelqu'un je paye une société pour m'enlever les souris des bâtiments agricoles. Donc on en est là. Ça devient tellement technique que j'ai pas le temps de me concentrer sur toutes les tâches administratives que j'externalise. Et cette externalisation, elle a aussi un coût important quand même. Donc c'est une très bonne organisation. Je pense que c'est complémentaire d'un équilibre politique. Il faut bien avoir les pieds, pardonnez-moi la vulgarité, mais un peu dans la merde pour comprendre un peu la réalité des choses. Et ça, c'est quelque chose que la fonction d'élu aujourd'hui ne permet plus. Parce que si tu veux être élu, même à moyen terme, c'est par rapport au temps que ça te demande, à la technicité que te demande aujourd'hui d'être élu, elle te demande énormément de temps et ce temps, c'est très compliqué de le corréler avec une activité professionnelle. Et pourtant, c'est indispensable, parce que sinon tu perds contact avec la réalité. Alors je dis pas attention, je ne tombe pas dans un discours populiste en disant que tous les élus sont déconnectés, c'est pas vrai. Il y a des élus qui ne travaillent pas et qui font très très bien leur mandat et qui sont tout à fait connectés à la réalité. Madame la sénatrice, par exemple, en est très bien, mais il y a de très bons députés aussi. Je pense au député du Gers, David Topiac, que je ne connais pas personnellement, mais qui relaie des informations agricoles et qui est très, très bien ancré dans son territoire, pour penser à lui. Donc voilà, je ne dis pas que tous les élus sont décorrélés, mais quand même, le fait de garder la réalité, le concret du terrain, c'est un atout, me semble-t-il. Pierre Abadie est jeune. Il possède l'enthousiasme de ceux qui cherchent leur bonheur en faisant celui des autres. Si tu veux que ton destin global, ton destin pas personnel, mais le destin d'un territoire ou d'un village ou d'une communauté de copains, voilà, parce qu'on est tous d'une toute une génération, on a grandi ensemble dans le territoire dans lequel je vis, donc on se connaît tous. Si on veut que demain ce destin il soit un peu quelque chose de bénéfique ou qu'il soit ce qu'on a envie qu'il soit, excuse-moi la lourdeur de la formule, à un moment donné, il faut s'engager un minimum de manière un peu décomplexée. Je pense qu'on ne peut pas nous reprocher d'essayer. Voilà. Après, on ne réussira pas tout. Il y a des enjeux, je te dis, sur un territoire comme le nôtre, importants. On est une petite commune, 800 habitants, où il faut toujours loin de tout. On a 45 bornes de Tarbes, 45 km d'Auch et de Saint-Gaudens. On n'a plus de médecins. On se bat pour ouvrir une école. La communauté de communes vient d'investir 3 millions d'euros dans l'école. Il y a 85 élèves. Ramène-le à l'élève. Enfin, tu vois, il faut toujours te battre pour exister. Et si on ne fait pas ça, demain, on n'existe plus. Un territoire comme le nôtre, à l'échelle mondiale, il n'a aucun intérêt. On peut y laisser pousser des ronces. Les maisons peuvent se fermer. C'est pas un problème. La planète, elle va tourner toujours. Et à Paris, ils n'iront pas plus loin. Il n'y a rien de plus beau que de s'investir pour les autres et d'avoir des réussites collectives. Ça, j'en suis intimement convaincu. À un type d'agriculture particulier? Est-ce qu'elle est finalement dans la moyenne des exploitations qu'on connaît ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout cohérent? Et de regarder un petit peu plus largement cette exploitation, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses difficultés? Est-ce qu'elle est représentative d'une exploitation du département des Hautes-Pyrénées? Voilà. Et dans un deuxième temps, on redéveloppera un petit peu sur les conséquences de la pluriactivité, avec la nécessité d'être enseignant et un petit regard sur les engagements locaux d'élus au quotidien. Voilà, donc je vous propose un propos en deux temps.
avec 2 sous-parties chacune, donc je n'ai pas respecté votre règle d'or de 3 parties avec 3 sous-parties. Déjà on commence mal l'oral de master, mais voilà. Donc l'idée c'est de poser un peu la problématique liminaire, c'est qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui finalement être agriculteur dans le territoire du Magnoac et des Hautes-Pyrénées, et qu'est-ce que c'est qu'être un enseignant et un élu local. Voilà. Je pense que si on se donne 2 heures pour essayer de répondre collectivement à cette problématique, on aura bien travaillé. Voilà. Donc, mais finalement, comme vous l'avez vu, cette exploitation agricole, elle est l'héritage familial. Voilà, donc ça sera mon premier propos. Elle est dans cet extrême est du département. On est sur la côte est, alors pas des États-Unis, le Magnoac c'est ici, 29 communes, on est aux portes de la Haute-Garonne, on est aux portes du Gers, un petit peu comme un poste avancé, on va le dire comme ça, et si on regarde un petit peu les caractéristiques agricoles de ce territoire, il est pris par une dominante de polyculture élevage. Donc c'est souvent des territoires de coteaux, avec des pentes sur le côté est très raides, souvent boisées, et des pentes un peu plus douces sur la façade est qu'on peut cultiver. Ces activités, parce qu'on n'a pas une terre d'une richesse agronomique aussi forte, aussi puissante que dans la vallée de l'Adour par exemple, donc on est soumis à des rendements de céréales qui plafonnent très vite, on en reparlera, et on a couplé historiquement cette production de céréales à une production d'élevage. Donc voilà, l'exploitation elle se situe là, là où j'ai ma souris, à Castelnau-Magnoac, c'est cette commune-là. On voit bien qu'il y a une dominante polyculture élevage, qu'on va trouver des exploitations de bovins mixtes. Donc là, la carte en 2018, il reste un élevage laitier dans le canton, c'est pour ça que la commune à côté est en noir. Parce qu'on a un élevage bovin laitier qui s'est arrêté depuis. On n'a plus d'élevage laitier sur les communes à proximité. Il en reste un à Guiserix à côté, mais dans les communes limitrophes de Castelnau, il n'y en a plus. Donc on regardera un petit peu aussi ça, si finalement toutes ces forces agricoles, ces lignes de force, est-ce qu'elles correspondent à ce qu'on trouve dans le département ou non. Voilà pour la présentation géographique. Donc comme le montre le film, cette exploitation, elle est l'héritage familial. Donc vous avez à l'image la 2e génération qui est mon arrière-grand-mère, voilà, et vous avez la 5e génération qui est mon petit garçon qui m'accompagne à donner à manger aux poules. Donc finalement moi je ne suis dans cette histoire qu'un maillon générationnel comme peuvent l'être beaucoup d'agriculteurs des exploitations des Hautes-Pyrénées par transmission ou héritage. La question qu'on se posera, c'est est-ce que je vais être le dernier de ces maillons-là ou pas? C'est l'enjeu aujourd'hui de la crise agricole. Donc je reprends un peu ce que dit Philippe dans le film en refaisant une genèse rapide de cette exploitation. Cette exploitation, elle date d'avant-guerre, de la fin du 19e siècle. À l'époque, c'est la mère de mon arrière-grand-mère qui achète l'exploitation et très rapidement, mes arrière-grands-parents continuent la ferme. Donc on est très rapidement, on est après la Première Guerre mondiale, 1918, 1920, dans les années 20. Déjà, mes arrière-grands-parents montent une activité complémentaire à l'activité agricole, qui est une activité artisanale de scieur. Ils montent une scierie de bois dans les années 30, ce qui signifie 2 choses. Que, déjà, la structure n'est pas rentable pour y vivre à 2 temps plein dessus, voire 3 avec les grands-parents, et qu'on peut valoriser les ressources de proximité à travers le bois et la valorisation du bois. Ça, c'est courant de ce qu'on peut trouver au XIXe siècle dans le territoire des Hautes-Pyrénées. On a des agriculteurs, alors je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais on a des agriculteurs qui sont agriculteurs ouvriers, dans des petites fabriques, agriculteurs qui vont dans des usines, je pense au plateau de Lannemezan après, dans les années plus tard, qui créeront déjà une pluriactivité. Donc cette pluriactivité, ce n'est pas un phénomène nouveau qu'on a dans l'agriculture d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a existé beaucoup au XIXe siècle. Voilà. Et on a des journaliers, par exemple aussi, des paysans qui sont agriculteurs sur leur ferme et qui s'en vont journaliers en complément de main-d'œuvre sur d'autres exploitations. Et c'est quelque chose qui réapparaîtra à partir des années 80-90 en France. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette exploitation, elle vivote après la Seconde Guerre mondiale, mais mes grands-parents, ma grand-mère se mariant avec mon grand-père, mon arrière-grand-mère vieillissant, cette exploitation elle va prendre le tournant de ce qu'on appelle à l'époque la modernisation du hors-sol, avec l'arrivée d'un élevage porcin, parce qu'on a le marché de Trie-sur-Baïse dans les Hautes-Pyrénées, qui valorise énormément le cochon.
Puis la crise porcine étant, l'aliment augmentant, on rentre dans cette logique de production à travers les opérateurs, les organisations de production, à travers les coopératives agricoles, où finalement on va acheter de l'aliment pour pouvoir nourrir les porcs. Et tout ça aussi vient se mettre dans un phénomène parallèle qui est la concentration des activités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a rationalisé les productions en France, on fait du cochon, historiquement, on a rationalisé la production porcine dans la Bretagne, la production de volailles dans le sud-ouest, ainsi de suite. Donc, ce phénomène faisant, l'activité porcine déclinant très vite, on va se retourner vers une production d'élevage laitier, en stabulation, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour la petite anecdote, mes grands-parents construisent l'exploitation, la stabulation à la main. Donc, quelque chose qui paraît très surréaliste aujourd'hui. Mais à l'époque, ils prennent un an où ils montent eux-mêmes, mari et femme, aglo par aglo, et où ils font le béton à la brouette et à la pelle dans la cour de la ferme. Sans bétonnière. Enfin, quelque chose qui nous paraîtrait aujourd'hui, quand on voit des hangars qui se montent photovoltaïques en 8 jours, on est dans un autre monde. Voilà, donc cette exploitation, elle prend le tournant de la modernisation. Très rapidement, le premier tracteur arrive dans les années 1950, puis un deuxième, puis on achète une presse pour pouvoir faire des bottes de foin et plus ramasser le foin au râteau. Donc on sent quand même que l'activité devient assez rémunératrice. Voilà, il n'y a pas de signe extérieur de richesse, mais il y a un confort de travail, pas un confort dans la maison, loin de là, mais il y a un confort de travail qui est possible grâce à des activités type porc et lait qui sont rémunératrices. Alors, dans les années 70, ma tante et ma maman, dont ma mère part travailler salariée, et la sœur de ma maman s'installe sur l'exploitation avec ses grands-parents, et là il faut trouver une culture complémentaire, et c'est là qu'on démarre la production de tabac en 1975, que vous avez vu qui existe encore. Donc, production manufacturée d'État, la CEITA qui produit, qui achète ça aux exploitations. On a des petites structures qui en produisent beaucoup dans les Hautes-Pyrénées et qui vont trouver un taux de rémunération tout à fait acceptable à travers ce tabac. Là où ça devient un peu plus compliqué pour cette exploitation, donc une exploitation dans les années 80, 90, où on a quand même qui vit sur l'exploitation, mon grand-père, ma grand-mère, la sœur de ma grand-mère qui est restée cadette, et ma tante, qui est vieille fille. Enfin, voilà. On a 4, ce qu'on appelle l'équivalent temps plein, j'en reparlerai, qui vivent sur l'exploitation. Là où ça se complique un peu, c'est à partir des années 90, ça coïncide avec la réforme de la PAC. Bonsoir. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Peugeot rouge, immatriculée AX 666 PH? Une Peugeot rouge. Non. Non, personne. Parce qu'elle gêne la poste. Ah oui, pour la poste. Ce n'est pas moi, j'ai qu'une Volkswagen, je suis garé à la poste si jamais. Désolé. C'est pas sûr, un jour, non. Pardon. Non, mais on n'a pas de problème avec la poste. Donc, là où ça se complique un peu, c'est à partir des années 90. Les années 90, c'est la fin d'un monde agricole. On a les pré-retraites qui sont arrivées avec les réformes PAC précédentes, de 84 par exemple. On a beaucoup de départs en pré-retraite, on a des petites unités qui vont disparaître. Et c'est surtout un marqueur qui fait qu'on va rentrer, sans s'en rendre compte, face au marché mondial. Progressivement. On a une réforme de la politique agricole commune qui s'opère en 1992, où on ne va plus avoir une intervention européenne sur le prix, avec les prix d'objectif et les prix garantis, mais une intervention directement à l'agriculteur à l'hectare. Donc c'est là que va apparaître le début de ce qu'on appelle le dossier PAC, et que les agriculteurs vont appeler la PAC tout court. Pour eux, la politique agricole commune, elle commence en 1992, quand ils se rendent compte que l'Europe leur verse directement sur leur compte en banque, tous les ans, la prime. Je vous le dis parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui va polariser toutes les activités agricoles et peut-être le devenir de cette exploitation. Donc à partir des années 90, ça se complique chez moi de manière personnelle, pas tant à cause de la réforme PAC, celle qui nous impacte le plus c'est celle de 1984 avec l'apparition des quotas laitiers, où on jette du lait, où on produit trop de lait, donc on essaye de faire une activité de transformation de fromage en vente directe, aux normes européennes, dans la bassine, sous la grange, sans frigo, enfin, sans voiture réfrigérée. On commence une activité de vente directe de lait tous les jours dans le village. On portait de l'ordre de 100 à 200 litres de lait jour dans le village à 4 francs le litre. Imaginez le taux de rémunération de l'agriculture à l'époque, en comparatif à ce que je veux dire aujourd'hui sur un hectare de maïs.
Je sais qu'il y a une adepte dans la salle que j'ai revue, chez qui on portait du lait de temps en temps, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Donc voilà. Là aussi, sans voiture réfrigérée, sans analyse, on mettait ça dans des bouteilles en plastique déviant ou dans des bouteilles en verre de jus d'orange récupéré. Enfin, on est dans une autre société. Vraiment, on a changé de société par rapport à ça. Et la main-d'œuvre vieillit à partir des années 90. La main-d'œuvre vieillit, mais progressivement, il faut arrêter une partie de l'activité tabacole parce qu'on ne peut plus l'assumer. Les vaches, ça devient compliqué aussi, il faut faire une mise aux normes. On a eu trait jusqu'à 35 vaches au pot à traire, même pas à la salle de traite aux normes des années 80. Et là, la main-d'œuvre vieillit, on ne peut plus assumer tout ça, donc on réoriente un petit peu les productions, on va aller chercher des activités différentes à travers une production de haricots tarbés, par exemple. Parce que physiquement, c'est plus facile de ramasser des haricots du mois d'octobre au mois de décembre, c'est moins pénible, après on repasse sur le tabac, et ainsi de suite. Mais, pour la rentabilité économique, arrivent des retraites. Phénomène qui n'est pas chiffré. Mais papy, mamie, tati qui est vieille fille, touche la retraite. Donc participe aux frais généraux de consommation de l'exploitation. Ma tante reste seule en activité. Par rapport à la rémunération, c'est quelque chose qui est important. Et moi je reprends cette exploitation donc à partir des années 2008 exactement, le 27 juillet 2008, quand ma tante décède un peu précocement d'un cancer, comme beaucoup d'agriculteurs malheureusement aujourd'hui. Je suis à l'époque en train de finir ma licence auprès du professeur Soulet, au Mirail, et il ne faut pas trop se poser de questions. Enfin, les cultures sont en place, les vaches sont là, ma maman est encore salariée, elle m'aide beaucoup, on fait un conseil de famille à deux. Qu'est-ce qu'on fait? Le conseil de famille a duré 35 secondes. On continue. On continue parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne se pose même pas la question, parce que là, vous touchez à votre constitution personnelle, à votre sociabilité. Elle est à vous, cette exploitation. Mais elle n'est pas qu'à vous. Elle est à 3 générations avant vous. Et votre devoir, c'est de la laisser à une génération après vous. On est sur une charge mentale importante dans le métier d'agriculteur. Et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand vous analysez les mouvements agricoles d'aujourd'hui. Il faut vraiment avoir ce prisme de lecture-là. La charge mentale que peuvent avoir les agriculteurs par rapport à l'héritage familial. Il y a un très bon film dont j'ai perdu le nom qui le montre avec Guillaume Canet dedans. Voilà, vous voyez le film auquel je fais allusion. Voilà, truc de la terre. Et bon, moi je reprends cette exploitation et depuis, ce que je vous dis, depuis 2010, à la recherche d'un modèle. Tout s'accélère, tout va très vite, les marchés fluctuent, on le verra, j'y reviendrai dessus. Donc là, j'arrête la production bovine, parce que ma maman s'en occupe le matin, le soir, mais elle est encore un peu en activité professionnelle, puis elle prend la retraite, mais ça devient très compliqué de soigner des vaches toute seule, donc on arrête la production bovine, parce que moi je suis à Toulouse, et il aurait fallu réinvestir un petit peu dans la stabulation construite dans les années 70. Le tabac, je le poursuis, puis le marché tabacole s'arrête, se casse la figure complètement, les cours s'effondrent en 2012, donc on arrête la production tabacole. On augmente la production de haricots tarbés pour chercher une compensation financière, on monte jusqu'à 2 hectares et demi de haricots tarbés, mais là aussi la main d'œuvre devient de plus en plus chère, de plus en plus difficile à trouver, donc quelques années plus tard, en 2021, on arrête de nouveau pour relancer une activité tabacole qui entre-temps a augmenté. Enfin vous voyez, quand je vous dis vraiment la recherche d'un modèle, c'est ça. Parallèlement, l'enjeu d'augmentation de surface il est réel, l'exploitation elle est trop petite, j'ai la chance en 2022 de récupérer une quinzaine d'hectares en fermage, de pouvoir en récupérer 2 de plus en 2024 et avec une possibilité, j'espère, si l'affaire arrive au bout, d'en récupérer une dizaine supplémentaire en 2026 suite à un départ à la retraite d'un ami qui devrait me laisser céder une partie de son exploitation en fermage. Donc il y a une augmentation de la surface pour essayer toujours d'arriver à un seuil de rentabilité. Ces problématiques et ces difficultés, est-ce qu'elles correspondent, que je vous livre un peu de manière très lyrique, excusez-moi le propos, mais je ne peux pas trop faire autrement, est-ce qu'elles correspondent, c'est la question qu'on se pose à liminaire, est-ce qu'elles correspondent à des problématiques qu'on retrouve dans les exploitations des Hautes-Pyrénées? La réponse est oui. Sur ce graphique-là, on peut voir que le nombre d'exploitations, de chefs d'exploitation, passe de 12 961 en 1970 à 4019 dans les Hautes-Pyrénées, 4019 en 2020. On voit vraiment l'accélération de la chute. Réforme PAC 80-90, il y a une césure ici,
Si on l'avait mis sous forme de courbe, ça aurait été encore plus parlant. Donc oui, mon exploitation, elle passe de 4 équivalents temps plein, ce qu'on appelle 4 TP, 4 personnes qui vivent sur l'exploitation, à ma tante qui vit toute seule et moi qui suis contraint de devenir pluriactif. Donc oui, cette exploitation, par rapport à ça, elle suit cette courbe inexorable du déclin des agriculteurs français et aux Pyrénéens, évidemment. L'augmentation de production, le changement de production, est-ce que je suis le seul à me poser toutes ces questions? La réponse est non. On voit bien un effondrement entre 2010 et 2020 du cheptel bovin français, du cheptel bovin aux Pyrénéens, pardon. Ça, c'est des chiffres de l'agriculture des Hautes-Pyrénées. On voit bien les deux histogrammes qui se réduisent. Notamment le lait, qui a connu une crise terrible suite à l'arrêt des quotas laitiers. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les agriculteurs qui ont réussi à passer ce cap-là revivent un peu, retrouvent de la rémunération minimum dans la production laitière. Mais combien sont-ils à avoir eu les reins suffisamment solides pour pouvoir tenir? On voit par contre une augmentation des grandes cultures. Ben oui, évidemment, toutes les surfaces qui étaient en herbe. Quand moi j'ai arrêté ma production bovine, les 13 hectares de prairies ont été levés, labourés, souvent des petites terres, à cailloux, pentus, on les a labourés pour pouvoir y produire de la céréale dessus. Donc on voit finalement cette augmentation de la production en grande culture. Par contre, on se rend compte très bien que la polyculture élevage, ce modèle-là que je vous ai présenté quand je vous ai décrit la situation géographique, il périclite complètement. Si ce modèle périclite, c'est peut-être que le modèle économique de ce type d'exploitation-là, il n'existe plus ou il est à réinventer. Je ne veux pas trop déflorer la conclusion, mais vous avez vu quand même où je veux en venir avec mon propos. Est-ce que je suis le seul à devoir augmenter la superficie de mon exploitation pour essayer de trouver un seuil de rentabilité? Bien évidemment, la réponse est non. On voit bien que les exploitations d'inférieur à 20 hectares diminuent beaucoup entre 2010 et 2020, là où les exploitations entre 100 et 200 hectares augmentent. Le seuil de rentabilité aujourd'hui, il est là. Et encore, il est entre 100 et 150 hectares dans les coteaux. Il n'y a pas de modèle. Donc finalement, on retrouve, si on s'en sert un peu d'étude de cas de cette exploitation agricole, on va retrouver les lignes de force de l'agriculture des Hautes-Pyrénées. Là, on a une augmentation de la SAU, surface agricole utile, c'est comme ça que nous on décrit notre surface qu'on peut mettre en culture. On a une augmentation de la SAU. On a une augmentation, alors la courbe est un peu biaisée, mais voilà, elle double entre 1970 et 2000, et elle redouble, elle fait plus 10, et plus 10 entre 2000 et 2020. Là, c'est un chiffre moyen. Évidemment, si on le sectorisait, qu'on affinait l'agriculture de l'exploitation type de céréalière de Maubourguet, par exemple, ne fait pas la même superficie que celle de Loudanviel en vallée du Laurent ou de Mont en haut du Pays Ressourdes. On n'est pas sur les mêmes schémas. Mais les chiffres moyens tendent vers une augmentation des superficies. L'agriculture biologique, j'en ai pas parlé. En 2020, face déjà à des difficultés économiques, on se rend compte que cette agriculture biologique qu'on a regardée de manière très méprisante, quand elle est arrivée dans les années 2010-12, on se rend compte que finalement, elle peut être une solution de rémunération. Parce qu'elle est aidée, elle est accompagnée par la politique agricole commune, par les fonds d'investissement, d'orientation, de la PAC. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a des cours très rémunérateurs. Du coup, moi je fais comme tous les autres. Je passe la moitié, à l'époque, je convertis la moitié de mon exploitation en agriculture biologique. Et je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, 11,5% des fermes des Hautes-Pyrénées, en 2023, sont labellisées en agriculture biologique. Et à côté de ça, j'essaye toujours de garder un atelier de production industrielle, entre guillemets, qui est le tabac. Chez moi, c'est du tabac. Chez d'autres, ça va être un atelier de gavage. Chez d'autres, ça va être un atelier de porc hors sol, et ainsi de suite. Voilà. Sauf que ces ateliers industriels, ils sont un peu soumis au coup de pression de la consommation des gens, qui veulent plus aujourd'hui, ça revient un peu par rapport au prix, la crise du pouvoir d'achat fait, mais qu'à un moment donné, il y a eu un bashing terrible sur les productions hors sol ou dites industrielles, alors on pourrait s'arrêter aussi longtemps sur qu'est-ce que c'est qu'une production industrielle. Et donc elles sont soumises à ça, elles sont soumises aux cours,
quand la céréale augmente très fortement, comme il y a 2 ans, suite à la guerre en Ukraine, ben les céréaliers sont très contents parce qu'ils ont des prix de rémunération comme ils n'ont jamais eu. Pour l'anecdote, nous, cette année-là, on a été grelés à 90%. Pas de chance. Voilà. Mais les éleveurs de volailles dont je fais partie, ben, j'ai aussi créé un petit atelier de volailles que vous avez vu ici, là. Voilà. Sur cette photo-là. Mais nous, on tire la langue, pardonnez-moi l'expression, parce que le coût de l'aliment vaut beaucoup plus cher vu que la céréale augmente. Et on est pris dans tout ça. Donc je pense qu'on retrouve un peu les forces à travers cette exploitation et nous sert un peu à regarder les différentes forces de l'agriculture des Hautes-Pyrénées et on se rend compte que finalement elle suit son cours. Alors, est-ce qu'il y a un modèle économique, est-ce qu'il est trouvable ou pas trouvable? C'est quelque chose sur lequel on répondra tout à l'heure. Je pense qu'il est difficilement envisageable aujourd'hui. Quelles sont les autres réalités du métier d'agriculteur aujourd'hui? J'ai essayé de dépeindre 3-4 idées. On a un métier qui se complexifie et qui se technicise beaucoup. Alors vous entendez, dans le cas de la crise agricole, on va vous parler on en a marre de la paperasse, la bureaucratie, et ainsi de suite. On a des papiers à remplir. Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. L'exemple, le plus parlant, c'est la fameuse déclaration PAC. Donc déclaration PAC qu'il faut faire depuis 1992. À l'époque, vous aviez un papier, un relevé cadastral avec des surfaces graphiques carbone, vous, parcelle par parcelle, vous écriviez ce que vous deviez produire et ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On est sur quelque chose qui est complètement informatisé. Donc vous avez des références historiques de toute votre exploitation depuis que vous l'avez reprise, avec tous les dossiers PAC. Vous devez remplir, j'espère qu'on y a accès, vous devez remplir une complexité de papier qui fait que de donner, par exemple, alors oui, parce qu'on parle aussi un acronyme, la BCAE 8, il faut et l'éco-régime. Si vous n'avez pas lu toute la directive européenne, bon courage pour comprendre ce qu'est la BCAE 8 et l'éco-régime. Voilà. Donc vous avez toute une série de dossiers, ainsi de suite, des numéros à indiquer, des cases à cocher, des pourcentages à calculer, le taux d'IAE, je ne sais même pas ce que c'est, donc je ne peux même pas vous l'expliquer, pardonnez-moi. Donc tout ça pour vous dire que cette technicité-là, elle va avoir comme corollaire le fait que l'agriculteur ne peut plus, ou a beaucoup de difficultés à assumer lui-même cette charge-là, et va devoir nécessairement avoir recours à une prestation extérieure. Si bien n'est pas. Ça c'est forcé. Hein. Oui, oui, mais si vous voulez les primes, si vous... C'est bien beau tout ça, mais vous êtes seul quand même. Alors, on est accompagné via rémunération. Oui, non, mais je veux dire, vous, exploitation, vous n'avez pas trop de... Vous avez des employés sur votre exploitation? Alors, moi j'en ai pas, j'ai ma mère qui est taillable et corvéable à merci, voilà. Non, mais quelqu'un qui fait par exemple l'administratif, par exemple. Alors oui, j'y viens, c'est le contenu du propos. Donc là, tous ces dossiers, vous voyez, vous devez, là c'est ces fameuses directives. Et vous avez entendu parler, ben oui, via la photographie satellite, on a repéré que Pierre Abadie, à l'îlot 1, à la parcelle 1, sur le numéro de surface non admissible à 0,65, 24, 77, 77, il a 4 arbres alignés. Voilà, ces arbres alignés ne doivent pas tomber. Voilà. Donc cette complexité-là, elle est difficile. Elle se retrouve pour tout. Elle va se retrouver pour la comptabilité. Bilan comptable, saisie de factures, analyse de factures, calcul d'un EBE. Bon, voilà. De là, la gomme et le crayon, vous oubliez, parce qu'il faut faire des ratios, il faut faire des pondérations, il faut faire des amortissements de matériel, il faut, donc vous sous-traitez un cabinet comptable. La traçabilité et le suivi des stocks. Dès que vous utilisez un produit phytosanitaire, des herbants, pesticides, comme on appelle vulgairement, il vous faut une autorisation. Donc vous avez fait la formation, on vous a dit attention, il faut mettre un masque, il faut mettre une combinaison, ce qui n'est pas inutile. Je le dis sur le ton de la boutade parce que ça me fait moins de peine de le dire sur ce ton-là que de le dire, c'est pas inutile. C'est une réalité aujourd'hui, l'exposition qu'on a, le nier serait un problème colossal. Voilà. Mais on est dans ce système de production-là, beaucoup d'efforts ont été faits sur la prévention, sur la sortie de molécules depuis le Grenelle de l'environnement de 2007. Il y a des efforts de fait, mais on reste exposé, c'est certain.
Donc le suivi des stocks et la traçabilité. Enregistrer, là je ne l'ai pas mis, mais il faut enregistrer à quelle heure vous avez fait votre pratique culturelle, à quelle date vous avez ensemencé. Il y a même un règlement européen qui dit que si votre champ de X%, 10 ou 15%, il ne faut pas le labourer de haut en bas, mais en travers. Et pas avant le 14 février, parce que le satellite il voit, il change de couleur, vous prenez un contrôle, vous prenez une amende. Donc cette complexité-là du métier, elle amène nécessairement une externalisation qui a un coût. Voilà. Donc j'en ai listé quelques-uns, la gestion des effluents bovins, le stock de fumier, combien vous mettez de combien il contient en nitrate, est-ce que vous êtes à proximité d'un cours d'eau, pas d'un cours d'eau, est-ce que vous l'avez stocké, pas stocké, est-ce qu'il a plu et qu'est-ce que ça fait une fuite, ainsi de suite. La législation sur les arbres alignés, vous les taillez, vous êtes avec les pareuses dans le champ, ça m'est arrivé l'an dernier, le maire du village voisin où j'ai une exploitation qui vient, il me dit qu'est-ce que tu fous, je dis je passe les pareuses, il me dit je le vois, oui, il me dit mais t'as pas le droit, mais comment t'as pas le droit, ben non, on n'a pas fait la demande nous dans les Hautes-Pyrénées pour la dérogation et l'extension du droit de taille de haie, t'as dépassé la date limite de 15 jours, fais gaffe parce qu'il y a un garde-chasse qui habite juste à côté. Ça s'est soldé que j'ai posé les pareuses, que j'ai pas eu de soucis. Le maire il vient me le dire. Le garde-chasse il l'a vu, il est passé devant 10 fois, il m'a rien dit. Ils sont pas... réalité là. J'essaye d'accélérer parce que je vais... Autre difficulté, le changement climatique global. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était soumis à la pression du changement climatique. Ben là vous avez un exemple. Vous avez un exemple des semis de maïs de cette année. Voilà. Là, c'est une plantation de tabac en 2018, sous l'eau. Vous avez un épisode de grêle en 2020. Voilà. Donc vous avez tout ce système-là, où vous êtes sur les applications météo tout le temps, et où finalement, vous n'avez d'autre choix que de vous assurer contre les aléas climatiques et contre la grêle. Mais le système de calcul est fait de manière à ce qu'on prenne les rendements historiques. Si vous êtes grêlé tous les 2 ans, vos rendements baissent. Vous ne pouvez plus assurer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir couvrir vos frais. Et un coût d'assurance important. Autre difficulté qu'on rencontre, le manque de visibilité stratégique. D'ailleurs qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je produis, comment je le produis, tous les jours c'est ce que Philippe filme dans le tracteur, moi je regarde ça tous les matins, tous les soirs, c'est le prix des cotations du maïs en direct. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait le maïs? Il est 206 rendu Bordeaux, donc vous en 20, 25 quand vous venez des coopératives, et puis si on regarde est-ce que je vais arriver à le voir? Oui, voilà, c'est ça que je vais vous montrer, la volatilité des cours. Voilà. Sur un an, l'évolution du prix du maïs. Si vous vendez ici, vous avez de la chance. Voilà. Si vous vendez ce jour-là, vous en avez moins. Parce que ce jour-là, comme vous êtes agriculteur à Castelnau-Magnoac et que vous n'avez pas une licence de trader en marché financier, ni en marché économique, vous n'en savez rien si le maïs il va monter ou pas. Rien du tout. Donc vous êtes pris par un excès de panique parce que là, à 183, vous perdez de l'argent. Vous vous dites, mais s'il baisse encore, qu'est-ce que je fais? Je vais vendre. Et le lendemain, un mois après, non j'exagère, 5 mois plus tard, le maïs il a pris 38, il a pris, non plus, il a pris 40 € tonne. Et donc là vous vous dites, il monte, j'attends. Oui, je vais gagner un peu plus. Je vais attendre parce que vous n'êtes toujours pas trader, 5 mois après, vous n'avez toujours pas eu la licence de gestion économique et financière mondiale. Donc vous attendez. Et vous ne vendez pas, et bien le maïs il redescend. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc des complexités qui se continuent, qui sont de plus en plus importantes. Et donc du coup tout ça, ça amène une absence de rentabilité. Là je vous ai fait une capture d'écran d'un tableau Excel sur les coûts de production d'un hectare de maïs, que je dis à Philippe dans la vidéo. Regardez, vous êtes à 260 € l'hectare de semences, un peu d'engrais au démarrage, vous êtes à 100 € l'hectare, l'engrais de fond, vous êtes à 189, l'engrais de fond c'est la potasse, le phosphore, ce qu'on met pour pas que le sol s'appauvrisse, l'azote, voilà, 205 et 78 € parce que le maïs il faut qu'il bouge. Tous les produits phytosanitaires, l'isar, la dingo, le bambel contre le liserol, le coragène contre la pyrale, ils ont des jolis noms, le bélème contre ainsi de suite, le métarex contre
les limaces, si j'arrive à le dire, vous avez des frais de séchage. Parce que le maïs, quand vous le ramassez, il est humide. Et il conserve qu'à 15% d'humidité. Donc la coopérative vous facture des frais de séchage. Mais le maïs, pour valoriser le rendement, vous l'avez arrosé. Donc vous avez mis de l'eau que vous séchez plus tard. Et si vous arrosez pas, vous ramassez rien. Donc un coût de chez moi, 380 € l'hectare. La récolte, l'entrepreneur, ainsi de suite. Je vous le détaille. Vous arrivez à 2281 € l'hectare. Là-dedans, je n'ai pas compté les frais de comptabilité, toute l'externalisation des dossiers, je n'ai pas compté mon travail, pensez donc, on va pas par rapport à ça, et je n'ai pas compté l'usure du matériel, ni les emprunts que je dois rendre, ni rien. Je ne l'ai pas compté non plus. Je n'ai pas compté cotisation sociale, ainsi de suite. Là, c'est vraiment savoir combien me coûte à minima un hectare de maïs. Mais je vous fais le calcul, hein. Vous faites 12 tonnes à 200 €, vous avez investi 2200 € pour gagner même pas 100 balles, à peu près. Je ne suis pas très mauvais en calcul mental, mais on est sur ces réalités-là. Donc, on est appris vous allez au casino, vous mettez 50 000 € d'investissement, vous jouez à la roulette, je le caricature, hein, et vous ne savez pas si vous allez ramasser suffisamment pour couvrir la moitié de votre production. Aujourd'hui, c'est ça. Vous vous endettez pour produire, à travers ce qu'on appelle le fameux crédit APRO. La banque vous prête à hauteur de tant l'hectare par rapport à la culture. Le maïs, c'est 1000 et quelques € l'hectare. Vous avez une ouverture de crédit. Donc moi, je me retrouve 2000 €, je me retrouve avec 40 000 € d'ouverture de crédit pour mes 40 hectares. Il faut les rendre à la fin de l'année, 40 000 €. Si votre récolte n'a pas été suffisamment bonne, et que votre seuil assurantiel est trop bas pour pouvoir couvrir les frais, ainsi de suite, vous pouvez être dans une difficulté économique importante. Et même en ayant très bien travaillé, sans avoir eu d'aléas climatiques, la volatilité du marché que je vous ai montré peut vous amener sur une difficulté économique alors que la réalité est là. Donc oui, on produit trop cher. Voilà un peu les difficultés qu'on peut retrouver sur un contexte un peu plus global. Je passe à ma deuxième partie, je vais essayer d'accélérer un peu, qu'on ait un peu de temps d'échange. Voilà, ce que je voulais vous dire avant de conclure, pardon, je reprends mes notes. Je ne veux pas dresser un tableau trop négatif non plus. Il faut qu'on soit bien conscient qu'il y a une agriculture aujourd'hui dans le département qui vit bien et qui vit très bien. Les agriculteurs qui ont beaucoup d'hectares, qui ont des structures familiales amorties depuis longtemps, qui sont mécanisés avec des charges limitées, il y a des gens qui gagnent, pas beaucoup, mais il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui ont des structures rentables. Ce qu'il y a, c'est que ces gens-là, ces agriculteurs-là sont minoritaires aujourd'hui, énormément minoritaires, et ces structures-là, c'est parce qu'elles sont rentables maintenant qu'il y a une pérennité dans la rentabilité de la structure. C'est pour ça aussi qu'il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre la crise du monde agricole, une des parties de la crise. Et aussi, notre système de production, je pense notamment qu'il y a des difficultés, je ne suis pas là pour nier les difficultés de l'estive, mais on a des agriculteurs qui sont en montagne, qui transhument et qui arrivent à vivre, sinon correctement, qui arrivent à tirer un revenu de leur exploitation. Dans la zone dans laquelle je vous dis, on n'a pas de grande culture, on n'a pas d'estive, on n'a pas tout ça, donc on est sur un territoire un peu plus fragile que le reste. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas majoritaire. On a beaucoup d'agriculture, vous l'avez vu, la taille moyenne de l'exploitation, 31 hectares. Donc on a quelques unités qui vivent bien, pour une majorité d'unités qui sont en difficulté, en crise économique, comme je vous le montre. Donc la solution, elle est où? La solution, elle est qu'en 2010, 2 ans après avoir repris au sortir des études, vous voyez très bien, je me rends très bien compte que ce n'est pas possible de tirer la galère, comme on dit, pardonnez-moi l'expression comme ça, mais donc vous êtes contraint à la pluriactivité. Vous êtes contraint d'aller travailler à côté pour tirer un revenu, un salaire. Bon, moi, il s'est trouvé que je me suis orienté vers l'enseignement parce que mes études d'histoire ont fait que, mais vous avez des agriculteurs qui sont silotiers pendant les vacances, pendant la période de récolte. Vous avez beaucoup d'agriculture en montagne. Regardez, sur le Laurent, on est à 46% de taux de pluriactivité. Mais pas iragude, hein. Les mecs, ils sont perchistes la journée et ils sont éleveurs bovins le soir, ovins le soir.
Mais tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est très bien, on l'a aussi sur les autres cantons. Donc la question que je me pose toujours pour répondre à notre problématique, est-ce que ce phénomène de pluriactivité que moi je pratique, est-ce qu'il est aujourd'hui majoritaire, minoritaire, répandu, pas répandu, est-ce que je suis un cas isolé ou pas? Et quand on regarde l'enquête de 2018, ben on se rend compte que 29% des agriculteurs du territoire dans lequel je vis, on a un problème. Il faut relancer. Ah, si la technique s'y met. Ça devrait repartir. Voilà, ça va. Je ne voulais vraiment pas que j'ai cet oral, professeur. Mais on se rend compte que 29% des agriculteurs de mon territoire de proximité sont pluriactifs. On se rend compte qu'à l'échelle française, c'est 18% des agriculteurs qui sont contraints à la pluriactivité. À l'échelle de Midi-Pyrénées, c'est 21%. D'accord ? Nous, dans les Hautes-Pyrénées, on est à 30%. Donc on est au-delà du taux national et au-delà du taux régional. Donc c'est vraiment une pratique qui fait que elle est nécessaire. Et si elle est nécessaire, c'est qu'il y a un problème de rentabilité et donc de modèle économique sur nos exploitations. N'ayons pas peur de le regarder en face. Quels sont les enjeux de cette pluriactivité ou les difficultés? J'ai mis les enjeux pour changer un peu, pour ne pas mettre toujours le mot difficulté. J'ai dit, ils vont sortir de là, ça va être catastrophique. Non, quels sont les enjeux ou les contraintes? Bon, mais l'enjeu premier, c'est de trouver un revenu. Payer une maison, pouvoir acheter quelque chose à ses enfants, vivre, se nourrir, s'habiller, des besoins basiques, vous avez besoin d'un revenu. Donc, évidemment que la pluriactivité m'offre un revenu. Toutefois, cette pluriactivité, elle n'a pas que des atouts. Parce qu'elle peut s'avérer parfois être un frein au développement des activités économiques de l'exploitation. Exemple, un atelier de volaille que je développe, qui serait beaucoup plus rémunérateur si je faisais de la vente directe. Que j'ai capté cette valeur ajoutée que prend le transformateur. Le problème, c'est qu'avec la pluriactivité, vous n'avez pas le temps matériel de faire de la vente directe, de prendre la voiture, d'aller au marché, ainsi de suite. Et donc, ce qui vous amène du positif d'un côté, une sécurité, un salaire, un revenu, de l'autre, va être un frein aussi dans le développement des stratégies de développement des exploitations. Alors je peux, comme je vous dis, mettre ma maman sur les marchés, mais je pense qu'elle en fait assez, la pauvre, et que ce serait pas lui faire un grand cadeau. Donc là, je me suis aussi posé la question, quand j'ai préparé ça, est-ce que cette réflexion sur les circuits courts que moi j'ai pu avoir et qui sont impossibles sur mon exploitation, est-ce qu'elle existe à l'échelle départementale? Et on se rend compte que oui. 25% des exploitations en 2018 dans les Hautes-Pyrénées pratiquent le circuit court. Pour aller capter de la valeur ajoutée, quelque chose qui ne se faisait que très rarement ou très peu il y a 20 ou 30 ans, ou qui était marginal. Aujourd'hui, il y a bien un besoin de capter un peu plus de valeur ajoutée, donc de nouvelles pratiques qui apparaissent. L'effet Covid aussi a amené ça. C'est en train de retomber aussi vite que c'est monté. En 10 ans, le nombre d'exploitations en circuit court a progressé de 50%. D'accord ? C'est énorme. Alors après, il détaille culture par culture. On voit très bien que les légumes et les viandes ou les fruits, légumes, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup chez nous, en circuit court. Mais vous avez toujours un petit peu de volaille, de porc, d'agneau, brebis qui se fait aussi. Donc voilà, c'est une pratique qui se développe. Circuit court, ça veut dire la vente? Oui, moi j'appelle circuit court, j'appelle ça vente directe, pardon. Voilà, qu'on soit clair par rapport à ça. Voilà. Cette pluriactivité, elle va avoir une répercussion au niveau de la contrainte organisationnelle en temps. Pardon, dans les circuits courts, est-ce que vous incluez les fournitures de cantines scolaires ou des choses comme ça? Alors ça peut, pour ceux qui le pratiquent, il y en a qui le font. Voilà, mais là aussi c'est très compliqué d'avoir la labellisation. Exemple du steak haché par exemple, vous ne pouvez pas vendre du steak haché en cantine parce qu'il vous faut une labellisation que très peu d'abattoirs ont. Donc ça peut. Et là, la difficulté que vous avez sur l'approvisionnement des cantines scolaires quand c'est faisable, c'est la régularité du flux en fait. Parce que si la cantinière elle a prévu de faire, je sais pas moi, salade de petits pois et que vous n'avez pas assez de petits pois ou plus de salade ou que vous ne pouvez pas approvisionner le marché, on rentre dans l'effet inverse de ce qu'on veut faire. On se rend compte que finalement, sur les cantines scolaires, on a du mal à produire ce qu'ils ont besoin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître. Parce que quand vous faites les cours, vous n'êtes pas
d'autres exemples dans le département, hein, on va les trouver. Mais majoritairement, vous avez une production de masse. Vous êtes sur des petites quantités de volailles. Vous faites abattre par semaine que vous allez vendre au marché de Bagnères, par exemple. Et la restauration rapide, la restauration collective, elle ne veut pas des volailles entières. Elle veut des cuisses, elle veut des suprêmes. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous en faites avec cuisses et cuisses? Enfin, comprenez, là, il y a une difficulté qui se rajoute. Il n'y a pas de solution, malheureusement, c'est pas blanc ou noir, c'est souvent gris. Ce que je vous dis, elle a une répercussion, cette pluriréactivité, sur l'organisation du temps. Philippe a essayé de le montrer un peu et a rendu ce reportage assez dynamique. Vous êtes en train de regarder toujours si la plage horaire que vous avez de libre ou vous prévoyez de travailler ou d'intervenir sur votre exploitation, elle correspond à la météo. Parce que quand vous travaillez le lundi toute la journée et qu'il fait bon, passer l'hercétrie dans du soja bio et que le mardi il pleut et que vous n'avez pas pu intervenir et que ça va conditionner une partie du rendement, ben vous vous faites avoir. C'est ce qui m'est arrivé cette année. Passer un coup d'hercétrie dans le soja, impeccable. Il a plu, j'ai bossé, il a fait 2 jours de beau, j'ai travaillé sur ces 2 jours de beau, quand je suis arrivé, l'herbe elle était comme ça. C'est fini. Là vous faites demi-tour et vous rentrez, c'est mort. Donc voilà, c'est vraiment une contrainte de temps qui est importante, la pluriréactivité. Et est-ce qu'on va du coup, la question que je me pose en conclusion de ce propos sur les enjeux de la pluriréactivité, est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'on va encore vers plus de pluriréactivité? La situation économique de l'agriculture départementale me fait tendre à dire que oui. Les agriculteurs vont chercher à avoir un revenu, ils veulent vivre. Donc ils veulent manger, on est comme tout le monde, nous on mange, on n'a rien de différent, donc évidemment on a besoin d'un revenu, donc oui, je pense que c'est une tendance qui ne va pas baisser et qui risque d'augmenter. La question, est-ce que c'est tenable dans le temps? Est-ce que c'est tenable? Je ne pense pas. C'est très compliqué de faire 2 journées en une. Matériellement et physiquement, psychologiquement et moralement. Quand vous rentrez du travail à 18h et que vous devez partir... vous avez eu votre journée et qu'il faut mettre la combinaison, partir soigner des vaches ou soigner des volailles, il y a des fois c'est pas évident. Surtout quand vous avez un petit garçon de 3 ans qui vous dit « Papa, tu vas pas au grain, on joue au tracteur ». Bon. Mais ça fait partie de ces contraintes-là. Donc j'ai pas de réponse, c'est plutôt un sentiment que je vous livre sur la pluriréactivité. Le professeur m'a demandé un témoignage, donc j'ai mis quelques chiffres pour essayer que ce témoignage soit crédible, mais voilà. Est-ce que ça sera une réponse à moyen terme ou à long terme? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une réponse à court terme? Oui, pourquoi pas. Je ne peux pas terminer cette partie sur la pluriréactivité sans dire un petit mot sur l'enseignement agricole. J'ai été enseignant en lycée agricole jusqu'à cette année, où j'ai rejoint l'éducation nationale parce que l'établissement avait des difficultés d'effectifs et j'ai dû changer d'établissement. On ne se rend pas compte de la richesse aujourd'hui que procure l'enseignement agricole en France. C'est un enseignement qui est méconnu. C'est un petit propos un peu militant que je vous livre, mais c'est un enseignement qui est méconnu. C'est un enseignement qui est extrêmement inclusif. Cet enseignement agricole, de par les activités qu'il propose, de rapport à la nature, de sorties techniques, de modalités d'enseignement, avec des cours théoriques, des cours pratiques, des périodes de stage, ainsi de suite, un peu comme ce qu'on peut connaître dans le bac professionnel en général, dans l'éducation nationale. Mais ce rapport à la nature, à la terre, ainsi de suite, est quelque chose qui est un enseignement qui est extrêmement inclusif, où vous êtes capable d'accepter des élèves un peu en rupture, que l'éducation nationale a parfois aujourd'hui, et j'espère que l'inspectrice académie ne verra pas cette vidéo, a parfois du mal à savoir accueillir. Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas, je dis juste que parce que, attention, que je ne dise pas ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais l'enseignement agricole a une capacité particulière, je vais m'accorder comme ça, à être capable d'accueillir ces élèves-là et à proposer de jolis parcours de réussite. Voilà. C'est un enseignement qui augmente au niveau départemental et national. J'avais pris le chiffre en 2024, l'enseignement agricole c'est 2115,70 élèves en France. 215 000, pardon, oula, vous voyez que les chiffres, 215 070 élèves en France. C'est une augmentation de plus 6% entre 2019 et 2024. Voilà. Et on a de très très bons lycées agricoles, le département m'a dit qu'il y en a un qui est très réputé. Et voilà. Donc c'est juste, je referme la parenthèse, mais
Voilà, je trouvais cohérent par rapport à la vidéo que montre Philippe, où moi j'accueille là, c'est une classe de 3e agricole. Il y en a très peu, hein. Sur les 3e agricoles, je crois ils sont 20, il y en a 6, 5 qui vont partir sur un cursus agricole. Les autres vont profiter de ces structures-là, de ces filières-là, pour pouvoir reprendre confiance en eux, reprendre un peu de goût à l'école. Vous voyez, c'est des structurations. Hein. Il y a le cartable qui n'est pas rangé, le stylo qui traîne, le pied qui est mis sur la chaise. Voilà. Qui sont en difficulté, qui doivent réapprendre à aller à l'école, qui doivent réapprendre à tenir un cahier, qui doivent réapprendre à écrire un cours, à comprendre un cours, ainsi de suite. Et donc, l'enseignement agricole a cette capacité à être capable de faire ça, comme l'éducation nationale, mais un petit peu mieux. Mais à Masseuve, là où tu es aujourd'hui... Là, je suis plus. Mais... Non. Oui. Là, sur le film, c'est à Masseuve. Voilà. C'est un collège agricole? Là, c'est un collège et lycée agricole. Okay. Voilà. Et donc, comme l'a montré Philippe dans le propos introductif avec le film, vous avez vu que j'ai aussi un petit engagement d'élu local qui vient compléter les journées, parce qu'elles n'étaient pas assez chargées, ce que je dis tout à l'heure. Mais comme je le dis, c'est moi qui me le veux. Ne dites pas du tout que je me fais plaindre, au contraire, c'est quelque chose que je vis très bien. Bon, mais écoutez, j'exerce aujourd'hui différents mandats. J'ai commencé comme tout bon jeune rural par être membre du comité des fêtes de quartier de mon village. Voilà, puis très vite j'en ai pris la présidence. Voilà, avec en coprésidence avec un autre ami. Et nous avons organisé quelques fêtes de quartier à l'époque où nous étions jeunes, et maintenant on a passé un peu la même par rapport à ça. Mais c'est la filière, c'est le cursus honorum parfait. Vous rentrez au comité des fêtes, très vite après vous êtes au conseil municipal, puis on vous propose un poste d'adjoint. Normalement la carrière elle est là. La carrière locale c'est celle-là. Moi je rentre vraiment dans ce moule-là, puisque je suis rentré en 2014 au conseil municipal à Castelnau-Magnoac. Aujourd'hui en 2020 je suis adjoint en charge de l'état civil et des finances auprès de Bernard Verdi à Castelnau. Comme le dit Philippe, quand vous êtes adjoint, on vous propose une place de vice-président de la communauté de communes, de l'échelon territorial supérieur. Moi, je m'occupe des politiques liées à l'enfance-jeunesse sur mon territoire plus large, donc Magnoac et Trie, parce qu'il y a ces fusions d'intercommunalité. Et vous aussi, vous pouvez être amené à siéger, comme c'est mon cas, à l'échelon territorial encore supérieur, qui est le pays, le pôle d'équilibre territorial et rural, ce qu'on appelle en langage un peu abscon le PETR. Ce fameux PETR, il gère des politiques à l'échelle territoriale un peu plus grande de 2 intercommunalités. Et vous siégez aussi, c'est mon cas, on peut être amené à siéger à un regroupement de PETR qu'on appelle le groupe d'action locale, le GAL, où on attribue les dossiers de gestion des fonds européens. Donc là, je vous ai livré à travers tous ces mandats la complexité administrative territoriale locale, et encore, je n'ai pas parlé ni du canton, ni de la circonscription administrative de la députation, et ainsi de suite. Ni des différents échelons qui gèrent les ordures, qui gèrent le traitement des ordures, qui gèrent la collecte des ordures. Donc voilà, donc ces différents mandats, comment je les vois, moi, comme je vous le dis à la fin du propos, je le vois comme un engagement d'abord territorial, avant d'être politique. J'ai des convictions politiques profondes qui m'appartiennent, qui seraient irrespectueux d'évoquer ce soir ou de verbaliser ce soir devant vous, parce que ce n'est pas l'objet du propos. J'ai des convictions politiques qui m'appartiennent, mais cet engagement, je le conçois d'abord et avant tout comme un engagement de proximité pour les gens d'un territoire et pour un espace territorial défini. C'est comme ça que moi je conçois mon action au quotidien, et c'est comme ça que vous passez des journées à la mairie ou hier matin à régler des difficultés sur les fuites d'eau du réseau d'eau parce qu'il y a un compteur qui tourne et qui ne devrait pas tourner. Gérer ces petits grains de sable dans le quotidien d'une collectivité et dans le quotidien des gens. Voilà un peu ce à quoi je m'emploie. Est-ce que c'est facile d'être aujourd'hui élu local, parce que vous entendez la crise de vocation des élus locaux qui est réelle, et ainsi de suite. Quels sont nos enjeux là aussi et nos difficultés? La première difficulté, c'est la multiplication, ce que j'ai essayé de vous dire de manière un peu triviale, la multiplicité des acteurs institutionnels. Vous rentrez dans un monde clos, endogamique, où on vous parle en sigle. Voilà, pour pas que vous compreniez. Un peu comme la déclaration PAC de tout à l'heure. Voilà.
Tu as fait le formulaire CERFA là, pour la réunion du GAL du PETR d'Enest parce qu'il faut donner l'attribution des fonds leaders sur l'école de Bourse et on ne sait pas où on en est. Voilà. Je vous le fais, je vous le caricature. La phrase a un sens, hein, je le précise. Je prends à témoin ma collègue Joël, élu local, Julien qui est parti. La phrase a vraiment un sens. Voilà. Non, aujourd'hui, vous avez la même difficulté, je suis bavard, vous avez la même difficulté dans le milieu agricole de complexité, de technicité que vous allez avoir dans le milieu quand vous êtes élu local. Être maire aujourd'hui, c'est un niveau de complexité, de compréhension des enjeux et qui vous dépasse. Il vous faut un mandat pour comprendre, voilà. Un mandat pour mettre en place, un mandat pour agir et un mandat pour transmettre. Vu la volatilité du milieu politique aujourd'hui, mon propos est un peu anachronique. Voilà. Mais la première des choses, ce témoignage, c'est vraiment vous faire comprendre la difficulté de pénétrer dans ce monde-là. Après, quand vous y êtes, vous vous formez, vous lisez, vous êtes tout seul là aussi. Monsieur me dit, mais vous êtes tout seul dans votre exploitation. Oui, élu local, il n'y a pas une formation. Hein. Il y a quelques vidéos YouTube ou tutoriels YouTube où vous trouvez, mais voilà. Et ensuite, vous découvrez la comptabilité publique, avec le fonctionnement, l'investissement, les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, qui a voilà, ses particularités propres. Et subventions, où là aussi, on vous parle en langage initié. Tu as fait le dépôt de DETR parce que le fonds vert baisse et savoir combien on met de déciles sur tel dossier. Qu'est-ce que vous voulez comprendre quand vous arrivez à la table d'un conseil municipal où on vous parle de ça? Si le maire ne fait pas l'effort d'expliquer systématiquement ce que ça veut dire, ce qu'il fait pour vous associer, vous ne pouvez plus intervenir là-dessus. Là, il y a vraiment une complexité, une technicité qui s'est opérée sur ce milieu-là et qui le rend pas impénétrable, mais professionnalisé. Et c'est là qu'il y a un discours de dupe. Est-ce qu'aujourd'hui, être élu local, c'est un métier? Non. Mais oui. Non, c'est pas un métier, parce que c'est pas un métier au sens premier de j'exerce un métier. Je suis pas élu local comme j'exerce mon métier d'agriculteur ou d'enseignant. Sauf que ça me prend un temps important pour lire toutes ces directives, les enjeux qu'il y a, les notes de service que nous transmet gentiment la secrétaire de mairie, qu'elle nous a déjà préanalysées. Ça, voilà, ça prend un temps, mais ça prend vraiment du temps. Pour faire, et ce temps-là, vous le rajoutez au temps où vous êtes dans la rue avec vos administrés à répondre à leurs besoins et leurs sollicitations, souvent à leurs exaspérations, parce que la maison du voisin s'effondre, qui n'appartient pas à la commune, hein, la maison s'effondre sur la voie publique, vous bloquez la voie publique pour pas que la maison s'effondre, mais la dame qui est commerçante dans cette rue, qui est privée du passage de voiture depuis 6 mois, qui perd des sous tous les mois, ben quand elle vous voit arriver, elle voit un exutoire, hein. Elle n'est pas aimable avec vous, elle est exaspérée, donc vous, quel est votre rôle là? Ben, il est d'écouter la colère, d'avoir cette capacité à pouvoir encaisser cette colère-là et à revenir dialoguer, à expliquer ce que vous faites. Et ça, c'est dans les livres. Hein. On est des humains, nous aussi. Hein. Enfin, voilà. Donc, voilà, une complexité. Et donc, je veux en venir, et j'avais dit que je ne livrerai pas de propos politiques, mais je suis incorrigible. Il faut vraiment qu'on avance collectivement, hein, les territoires, le national, sur un vrai statut de l'élu local. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner du temps de votre personne à tous ces différents échelons sans avoir une indemnité qui vous permet de couvrir votre salaire. C'est pas... Et c'est un enjeu populiste, vous l'entendez, hein. Les députés, est-ce qu'ils gagnent? Ils s'en foutent plein les poches. Il y en a marre. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, l'engagement, la République a un coût, la démocratie a un coût. Voilà. Et nous, au niveau territorial, ça existe aussi. Je ne vous dis pas qu'il faut tomber dans l'indécence. Hein. Moi, je ne veux pas gagner de l'argent en faisant de la politique, hein, ou en m'investissant dans mon territoire. Ce n'est pas mon ambition. Hein. Je veux juste pas perdre la quantité de mon salaire.
Je ne demande pas plus, c'est-à-dire que le temps que je me libère avec l'indemnité me la couvre, point. Aujourd'hui, les indemnités, c'est encadré. Mais vraiment, ce statut de l'élu, il faut qu'on puisse s'avancer dessus, nous libérer du temps pour pouvoir assumer cette charge technique et cette charge de plus en plus complexe qu'est la charge d'élu local ou départemental, enfin voilà, territorial, on va le dire comme ça. Vous l'entendez, il y a, le discours, il est la simplification, vous entendez ça. Il y a le maire président de l'AMF, David Lisnard, qui en fait un peu son credo. Bon, c'est normal, il est président de l'AMF, donc c'est normal que ce soit lui qui le porte. Voilà, là il y a un enjeu pour moi, j'en reviendrai pas plus. Le temps, bon, mais qui doit s'articuler avec le quotidien d'enseignants, de pères de famille. Hein. Là aussi, quand vous êtes élu local, on ne le dit pas assez, mais moi j'ai une chance, là aussi je vous livre un propos lyrique, un peu personnel, mais j'ai une chance extraordinaire d'avoir la femme que j'ai. C'est très dur d'être femme ou compagnon d'élu local. Moi, je suis absent de la maison 3-4 soirs par semaine. Elle est toute seule à faire manger mon fils. Enfin, elle me dit rien. C'est pas la question. L'engagement que met un parlementaire, c'est un temps qui est colossal, au détriment d'une vie privée. Après, c'est des choix qu'on fait. Hein. Je veux dire, on s'engage ou on ne s'engage pas. Mais votre conjoint, il a sa part de réussite avec vous dans cette entreprise-là. Ça aussi, c'est un témoignage que je voulais vous transmettre parce qu'il me paraît important. Et on n'en parle pas. On parle du statut de l'élu, on parle de l'indemnité de l'élu, on parle des avantages de l'élu, mais on ne parle pas du ricochet, du compagnon, du conjoint et des efforts familiaux qui sont faits au personnel. C'est des décisions qui se décident, comme je vous dis. Personne ne nous force à mettre le nom sur le bulletin. C'est un choix qu'on fait. Voilà. Et une autre difficulté, mais je vous l'ai déjà exprimé, donc j'y reviendrai pas, c'est le lien avec la population. Aujourd'hui, le lien avec la population, elle est, parce qu'elle est en perte de confiance avec les élus, parce qu'elle doute, parce qu'elle ne se reconnaît plus dans la politique, majoritairement, la population, elle est aujourd'hui, oui, c'est vrai, plus exigeante qu'elle ne l'était il y a quelques années. Parce que ce lien de confiance, il s'est rompu. Voilà, mon administré, quand je vais la voir pour lui dire que la route elle est fermée 4 mois de plus hier, elle n'a plus confiance en moi. Elle n'a plus confiance dans ma capacité, dans notre capacité à gérer cette problématique-là pour lui assurer une survie de son commerce. Et donc, évidemment, elle n'est pas très agréable. Elle n'est pas insultante, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais évidemment, elle est agacée. Évidemment qu'elle est agacée. Donc il faut rebâtir ce lien, il faut rebâtir tout ça, et comme le disait le professeur, il y a quand même de très belles réussites sur l'engagement local, et ce sera le dernier paragraphe de mon propos, ce sera 7h30 quand j'aurai fini, ce sera correct. Voilà. L'engagement d'élu local, il n'est pas fait que de difficultés au quotidien, il n'est pas fait que d'exigences, il n'est pas fait que de remontrances, il est fait aussi d'aventures collectives et de réussites collectives importantes. Un jour, j'ai rencontré un monsieur dans le territoire des coteaux de l'Arrêt d'Arrêt, qui a un petit club de rugby qui s'appelle l'Escaluc. Voilà. Ce monsieur, il s'appelle André Fourcade, il n'est pas là ce soir, je l'avais invité, ça m'aurait fait énormément plaisir qu'il soit là, un ancien professeur d'histoire. André, il m'a donné un conseil, il m'a dit, avec la verve qui est la sienne, donc je vous laisse imaginer pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, il m'a dit, il faut que tu aies toujours à l'esprit de paraphraser Saint-Exupéry, il m'a dit. Et Saint-Exupéry disait, pour que les hommes soient unis, il faut qu'ils bâtissent ensemble. J'ai trouvé cette leçon de sa part d'une sincérité, d'une simplicité et d'un bon sens, voilà, d'une justesse, merci Joël, d'une justesse absolue, et je l'ai faite mienne, et c'est pour ça que je vous la livre ce soir, parce qu'elle correspond à ce moment que je vais vous décrire, qui est le départ du Tour de France de Castelnau-Magnac. Donc je vous ai mis la photo, une des photographies. Hein. Donc Castelnau, petit village, 800 habitants, et là vous vous dites, il est 7h20, pourquoi il nous parle du départ de Castelnau? Pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui synthétise la réussite d'un engagement territorial et local. Castelnau, comme je vous dis, 800 habitants, 2 employés communaux ou 3, en fonction des saisons, 3 employés, une secrétaire de mairie, nous voilà à accueillir le départ du Tour de France. Donc, gérer 7, 6, 5, 6 000 personnes,
qui viennent un peu renvoyer toute une procédure de papier, formaliser des parkings, sécurité, traiter avec la préfecture, avec la gendarmerie, jusqu'au moment où le président de la République a eu la bonne idée de venir sur site la veille, pour vous rajouter un peu de complications à la situation, et où nous avons accueilli le matin un ancien Premier ministre. Donc vous voyez, on ne peut pas faire plus complexe. Qui avait décidé que ce serait une étape du Tour de France? Qui a décidé? Alors, qui a décidé? Officiellement, c'est la commune qui se porte candidate. Je pense quand même qu'il serait totalement d'une mauvaise foi absolue de ma part de ne pas vous dire le rôle et l'importance qu'a joué Antoine Dupont dans cette action-là, puisque je suis certain qu'il est à l'origine, bien qu'il ne l'admettra jamais, parce que c'est un garçon qui reste quand même très modeste, vous le voyez, il est vraiment comme ça, hein, c'est pas une image qu'il se donne, c'est lui qui a beaucoup œuvré pour que cet événement ait lieu à Castelnau. Donc Castelnau, un enjeu énorme de gestion. Et donc là, en tant qu'adjoint, qu'élu municipal, vous prenez un peu votre bâton de pèlerin, et le premier enjeu, c'est de convaincre les gens que cette activité, elle est nécessaire et elle est bénéfique pour votre village. Parce que les gens vous disent quoi? Ben, vous allez mettre tant d'argent dans le départ du Tour de France et on n'a pas de médecin. Ben oui, parce que la réalité du territoire, elle est là. Il faut des médecins, on n'a pas d'école, ou il faut refaire l'école. Donc il faut convaincre que cet événement a un enjeu territorial important et a un enjeu social pour le village. Donc on fait réunir les associations, convaincre les relais du village que c'est quelque chose de positif. Donc vous faites une première réunion, on est 6, 8, il y a 3 personnes qui vous disent sur les 8 combien ça va coûter. Bon, il ne faisait pas aussi froid que dans l'amphithéâtre, mais pas loin. Vous voyez, vous sortez de là, vous dites oh là 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 là, maintenant qu'on est sur la carte, il va falloir y arriver quand même. Et progressivement, l'enjeu, il est de mobiliser les gens. De leur faire dire on va le faire ensemble, parce que nous tout seuls on ne peut pas le faire. On a besoin de bénévoles. Et progressivement la machine se met en place. Pour atteindre un niveau de volontarisme jamais inégalé, puisqu'on a réussi à mobiliser nous ce jour-là plus de 250 bénévoles. 560 votants à Castelnau. 260 bénévoles qui accouraient des villages voisins. Tous les maires du canton sont venus nous aider. Alors voilà, les clubs de rugby, les clubs de sport, le club de foot du village voisin, le club de basket du village voisin. Donc il y a vraiment eu un impact qui fait que derrière ça, ça a entraîné de nouvelles sociabilités et ça a ramené un dynamisme du tissu associatif et une volonté chez les gens de s'investir pour la collectivité en se disant ouais, je donne un jour de mon temps, mais ce qu'on va vivre là, c'est quelque chose qui vaut le coup. Alors moi je vous le présente sous l'exemple radieux du départ du Tour de France, on ne peut pas faire mieux. C'est la même chose quand vous faites un projet de construction d'une crèche publique. C'est la même chose quand vous faites un projet de construction d'une école ou un investissement d'une maison des associations ou un investissement d'un bâtiment. Quand vous faites une crèche sur votre territoire, il faut aller convaincre l'assistante maternelle qui exerce déjà dans votre village que votre projet il est pour l'intérêt général, parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle perçoit? Elle perçoit qu'elle va avoir de la concurrence et que peut-être elle va avoir son métier ou son revenu qui va baisser, donc il faut l'assumer ça. C'est pas évident quand même quand vous avez ces discussions-là où les gens vous renvoient à leur réalité sociale et où vous devez garder le cap en expliquant que ce que vous faites il est pour l'intérêt collectif. Mais des fois vous y croyez qu'à moitié, parce qu'il y a un intérêt, et donc notre rôle est là, convaincre. Et je reprends cette phrase d'André qui est vraiment une très belle phrase: il n'y aura de réussite collective que si les hommes travaillent ensemble. Vraiment. Et l'enjeu territorial est là. Je ne dis pas qu'il faut décider tout, hein. Je ne suis pas très favorable à la démocratie participative, moi. Enfin, je veux dire, la meilleure démocratie participative, elle se règle à l'élection municipale avec un bulletin, hein. Avec les gens du village qui participent. Hein. Mais sinon, c'est quoi l'intérêt en fait? Donc, je donne mon opinion, mais je ne m'engage pas. Voilà. Mais par contre, que le conseil municipal ouvre des commissions ou des actions comme on a fait là sur le Tour de France à l'ensemble de la population pour capter les énergies positives, enfin, les volontés et les idées, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait sa place en démocratie. Enfin, personne ne prend la place de personne hein, dans ce cas-là. Donc voilà un petit peu.
Mais ce que je voulais vous dire, mon propos était vraiment d'essayer de décentrer par rapport au film et d'élargir un peu ce témoignage et le film que Philippe a fait sur ma personne. Voilà, il est 7h30. Il nous reste un temps de questions-réponses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était très agréable. Merci.